Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Berthe Morisot s'est imposée comme la première femme peintre impressionniste. Elle a contribué à fonder ce nouveau mouvement pictural avec Monet, Renoir, Degas, Pissarro et Sisley. Mais à la fin du 19e siècle, une femme qui fait une carrière de peintre, ce n'est pas très commun. Elle a donc fait son possible pour concilier ses rêves d'artiste et une vie bourgeoise. Après une période d'oubli, les musées lui ont redonné sa juste place dans l'histoire de l'art. C'est le destin de cette Parisienne du 19e siècle à l'avant-garde de la peinture que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Berthe Morisot, l'âme de l'impressionnisme. Épisode 1, une jeune fille douée. Nous sommes en 1872 à Paris, dans l'atelier d'Édouard Manet, situé aux 4 rue Saint-Pétersbourg, dans le 8e arrondissement. Berthe Morisot est venue poser pour son amie. La peintre lui sert parfois de modèle. Aujourd'hui, elle pose dans une robe noire avec un petit bouquet de violettes contre la poitrine. Manet aime peindre ce noir à qui il sait donner mieux que personne une profondeur unique. C'est parce que son noir est moiré de bleu, comme une aile de corbeau. Berthe a l'air pensif. Elle réfléchit à la proposition que vient de lui faire son amie. Elle a 31 ans et elle n'est toujours pas mariée. Et elle est déjà une très vieille fille selon les standards de la société bourgeoise où elle évolue. Les critiques de ses proches lui font de la peine, mais elle sait qu'elle devra arrêter de peindre si elle se marie, comme sa sœur Edma, qui a renoncé à ses pinceaux avec la maternité. En venant chez Édouard Manet, qu'elle trouve si charmant, Berthe ne s'attendait pas à évoquer ce sujet qui la met si mal à l'aise, mais la proposition du peintre lui permettrait d'épouser un homme qui ne l'empêcherait pas de travailler. Elle deviendrait enfin une femme normale, épouse, et puis mère, sans renoncer à sa passion. Berthe sourit légèrement à Manet. Le peintre capte son expression et la fixe sur la toile. Berthe sait qu'elle devrait accepter cette proposition et faire taire dans son cœur son véritable élan amoureux. Un élan impossible. Berthe a 1 an quand sa famille s'installe dans le 16e arrondissement de Paris en 1842. Son père est haut fonctionnaire et sa mère est une petite nièce du peintre Fragonard. C'est de cet oncle illustre que doit venir l'atavisme familial pour l'art. Sur les 4 enfants Morisot, Berthe et Edma ont un talent évident. Pour le développer, leur mère leur offre des cours de peinture avec Joseph Guichard. Lui-même élève de Delacroix et d'Ingres, il fait partie de cette dernière génération de peintres qui suivent les règles de l'académie, même s'ils prennent des libertés stylistiques qui passent souvent pour des excentricités plus ou moins heureuses. Contrairement à leur maître, Berthe et Edma ne peuvent pas suivre les cours à l'académie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Avant la Révolution française, les femmes pouvaient se former dans ce temple de l'excellence artistique. Elles n'avaient cependant pas le droit de participer aux cours où il y avait des nus. C'était supposé trop choquant pour leurs nerfs fragiles. Et elles n'étaient pas admises non plus aux cours sur la grande peinture d'histoire, genre noble, alors réservé aux hommes. Mais la Révolution française a fermé l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1793. Quand celle-ci rouvre quelques mois plus tard dans sa forme républicaine, elle est totalement interdite aux femmes. C'est une manière de les exclure de la profession. Chaque année, les peintres de l'Académie exposaient une toile au Salon, un espace d'exposition situé dans le Salon Carré du Louvre. Depuis la Restauration, c'est-à-dire pendant la période à laquelle Louis XVIII et Charles X, les frères de Louis XVI, ont régné, les artistes qui ne sont pas issus de l'Académie ont le droit de participer au Salon. Ça laisse donc un peu de place aux femmes artistes, mais elles sont encore rarissimes dans ce monde d'hommes qu'est l'art en général et la peinture en particulier. Et là où Berthe a de la chance, c'est que Joseph Guichard, son maître, n'est pas un gros macho. Il capte tout de suite son talent. Pour son élève, la peinture ne sera pas un art d'agrément, comme on disait à l'époque, un passe-temps bourgeois un peu chic et créatif. Non, Berthe a tout pour devenir une véritable peintre et sa sœur Edma aussi. Les 2 sœurs se font alors une promesse. Elles deviendront peintres et se soutiendront dans leur carrière. Ce choix de vie n'est pas banal dans la bonne société parisienne de la fin des années 1850.
On attend alors des jeunes filles bourgeoises qu'elles se marient et qu'elles donnent des enfants à leur époux. Elles sont censées devenir les petites reines de leur intérieur, coincées entre la salle à manger et le jardin, donnant des ordres à une armada de domestiques pour organiser le dîner, une villégiature estivale ou une réception utile à l'avancement de leur mari. Peu d'hommes envisagent alors les femmes comme leurs égales. Filles, épouses et mères, elles sont les garantes de l'honneur familial. Et pour le préserver, elles n'ont pas le droit de sortir seules. Il n'y a que les filles de petite vertu qui errent sans chaperon dans les rues. Le journal intime de Berthe témoigne de sa souffrance. Elle écrit qu'elle déteste toutes ces règles qu'on lui impose. Elle rêve d'être l'égale des hommes, elle sait qu'elle le mérite et elle envie leur liberté. Cette liberté, elle va la toucher du doigt grâce à la peinture. Nous sommes maintenant en 1858. Berthe a 17 ans. Ses parents restent bienveillants au sujet de la peinture. Ils laissent Guichard l'inscrire avec Edma au Louvre à un cours de copiste. À cette époque, les jeunes peintres vont se faire la main au musée. Ils recopient les œuvres majeures pour maîtriser le style classique. C'est dans les salles du Louvre que Berthe rencontre une bande de garçons qui sont à peine plus âgés qu'elle, les futurs impressionnistes. Elle se lie notamment avec Henri Fantin-Latour, qui n'aspire qu'à rompre avec les codes de l'académie grâce à une peinture plus réaliste et à des coups de pinceau plus voyants. Mais parmi ces garçons talentueux, il y en a un peu plus âgé, plus aguerri déjà. Il a presque 30 ans et un regard sombre et intense qui trouble Berthe. Lui aussi, il a un style plus vif que le style académique. Il est en train de révolutionner la peinture. Cet artiste est celui qui sera le trait d'union entre le style classique et l'impressionnisme. Ce garçon talentueux qui trouble Berthe, c'est Édouard Manet. À cette époque, la peinture est en plein renouveau. Depuis une trentaine d'années, les peintres sortent de leur atelier pour aller poser leur chevalet dans la nature. Ces paysagistes en lien avec la réalité et le terroir forment ce que les historiens de l'art appellent l'école de Barbizon. Pour peaufiner sa technique, Berthe prend alors des cours avec l'un des fers de lance de l'école de Barbizon, Camille Corot. Corot n'est pas un professeur conventionnel, mais il aime faire découvrir son art. Auprès de lui, Berthe Morisot apprend à peindre des petits paysages et à donner des grands coups de pinceau qui donnent du nerf à sa toile. Aux côtés de Corot, la jeune fille prépare son premier tableau pour le salon. Mais les candidats au salon sont maintenant si nombreux qu'il y a beaucoup d'artistes recalés. Les peintres rejetés exposent dans un second salon qu'on appelle le salon des refusés. Mais Berthe Morisot est vraiment douée et son tableau est sélectionné dès sa première tentative en 1864, alors même que Manet a été refusé l'année précédente avec son Déjeuner sur l'herbe, qui est aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay. Même succès l'année suivante, au salon de 1865 où le style de Berthe Morisot est repéré par les critiques qui admirent son traitement de la lumière. Manet aussi est reçu au salon pour la première fois avec son Olympia. L'Olympia, vous l'avez déjà vu, souvenez-vous. Manet a peint une prostituée nue sur un lit défait. Olympia regarde le spectateur droit dans les yeux. Son assurance est palpable et c'est ça qui fait scandale à l'époque. La brune Olympia joue les fausses pudiques. Elle cache son sexe de sa main, mais à ses pieds, il y a un petit chat noir. C'est une allusion érotique évidente à ce que le peintre ne peut pas montrer. Au second plan, sur la droite, une servante tend un bouquet de fleurs à sa maîtresse. C'est sans doute un cadeau d'un de ses clients, un geste qui évoque le rapport marchand entre cette femme de petite vertu et les hommes. Et ça, c'est une nouvelle provocation de Manet. Et les critiques se déchaînent sur lui. En mal, bien sûr. Ils détestent l'idée que Manet ait osé représenter une prostituée nue de manière aussi réaliste. C'est trop sordide, trop sale. Toute cette jeunesse artistique sulfureuse se retrouve souvent à dîner dans les beaux appartements de leurs parents. Les Morisot, les Manet et les Degas ouvrent leurs portes à leurs turbulents enfants. Berthe et Edma Morisot, Édouard et Eugène Manet, mais aussi Edgar Degas et le plus punk de tous les poètes, Charles Baudelaire. Berthe ne peut fréquenter tous ces garçons que dans les réceptions, et pour cause,
Elle n'a pas le droit de se rendre avec eux dans leur repère, le café de la Nouvelle Athènes, situé à Pigalle. C'est le décor de leur bohème. Ils boivent de l'absinthe, se querellent sur l'art et taquinent les filles de joie. Il est bien sûr hors de question qu'une fille de la bourgeoisie fréquente un tel lieu. Qu'est-ce que diront les gens, sinon ? Et c'est pour se prémunir des rumeurs et des qu'en dira-t-on que Berthe n'a pas le droit d'avoir un atelier comme eux. Impossible de s'y rendre et d'y travailler seule. Ça briserait sa réputation. Berthe peint donc chez elle, dans son salon. Pendant la fin de cette décennie 1860, Berthe Morisot se rapproche d'Édouard Manet. Elle adore sa compagnie, son humour, son charme. Entre les lignes de son journal intime, on a l'impression qu'elle est tombée amoureuse, mais qu'elle n'ose pas se l'avouer. Édouard est marié. Et cependant, elle accepte son invitation quand Édouard lui demande de passer à son atelier. Cette fois, elle ne sera pas l'artiste, elle sera la muse. Elle prendra la pause. L'atelier de Manet, c'est bien plus qu'un lieu dédié à l'art. Manet est fou des femmes. Quand il les trouve belles, il les suit dans les rues. Il les invite à monter dans son atelier, il les dessine, il les peint. Il serait naïf de croire que tout cela se fait sans aucune tension sexuelle. Édouard Manet apprécie beaucoup Berthe. On sent qu'ils s'influencent l'un l'autre. Et puis, il l'a peint 11 fois. Parfois, il l'ébauche et l'enlaidit, influencé par le style du peintre espagnol Goya. D'autres fois, il célèbre sa beauté dans un style plus réaliste. On reconnaît alors cette brune au regard grave et à la mâchoire anguleuse, comme absorbée par ses pensées. Parfois encore, il la compare à la peintre Eva González qu'il a aussi faite poser pour lui. Ça rend Berthe complètement folle de jalousie. Mais elle a l'habitude de cacher ses sentiments. C'est comme ça qu'elle a été élevée. C'est comme ça que font les femmes de son temps. Bien qu'elle fasse ce qu'elle aime, Berthe est souvent mélancolique. Ses proches commencent à lui reprocher de ne pas se marier, mais elle refuse de sacrifier sa peinture pour rentrer dans la norme. D'ailleurs, elles se sont promis de se soutenir avec sa sœur Edma, mais sa sœur n'a pas la même détermination. Ce qu'elle s'apprête à faire va beaucoup décevoir Berthe. Pour découvrir la suite de ce récit sur l'artiste impressionniste Berthe Morisot, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Berthe Morisot, la jeune bourgeoise descendante du peintre Fragonard a été initiée à l'art par de grands artistes. Dès 1864, elle expose au Salon. C'est la reconnaissance officielle de son talent. Même si elle veut mener une carrière de peintre à l'égal des hommes, Berthe est confrontée aux exigences de son époque. Berthe a presque 30 ans et on lui reproche d'être toujours célibataire. Épisode 2, entre Monet et Renoir. Nous sommes en 1869. Edma, la sœur de Berthe Morisot, vient d'avoir 30 ans. Les attentes sociales pèsent trop lourd sur ses épaules. Elle range ses pinceaux et épouse un officier de marine. Elle quitte alors Paris pour l'Orient. Cette séparation attriste Berthe. Elle perd son plus grand soutien et sa confidente. Les deux femmes s'écrivent presque tous les jours en pleurant. Edma se sait aimée, mais la peinture lui manque. Si elle avait osé continuer à peindre, sa carrière aurait continué, comme celle de Berthe. C'est à cette époque, au début des années 1870, que le marchand d'art Paul Durand-Ruel, déjà défenseur de l'école de Barbizon, remarque cette nouvelle jeunesse dorée de la peinture. Il est le premier à exposer les impressionnistes, dont Claude Monet et Auguste Renoir, qui sont en passe de devenir des petits prodiges. Profitons-en pour parler de l'impressionnisme. C'est une toile de Claude Monet peinte en 1873 qui inaugure ce nouveau courant artistique. Cette toile, c'est Impression Soleil Levant. La puissance de cette œuvre tient à son sujet qui est résolument moderne pour l'époque. Monet représente le port du Havre et son activité industrielle aux aurores. Si vous voulez aller voir ce tableau au musée Marmottan à Paris, ou si vous le trouvez tout simplement sur Internet, vous remarquerez l'attention portée au traitement de la lumière qui forme une enveloppe vaporeuse autour d'un soleil orangé. La ligne de Monet privilégie le travail sur la couleur.
Il n'y a presque plus de dessins, mais des impressions, des taches lumineuses qui finissent par former le sujet. Vous vous rendez bien compte maintenant à quel point on est loin de la peinture académique avec ses sujets d'histoire et de mythologie. Avec le courant impressionniste, on ressent l'atmosphère du tableau. La ligne de Renoir, quant à elle, reste attachée au dessin et au portrait. Elle a besoin de plus de précision pour peindre des visages et des foules. Berthe Morisot trace sa voie entre ces deux branches de l'impressionnisme. Elle conserve le dessin pour les visages et ébauche le reste. Comme elle n'est pas dans une logique commerciale, souvent, elle ne finit pas ses toiles. Elle s'arrête quand elle a insufflé la vie à son modèle. Sur les bords de la toile, elle laisse souvent des réserves, des zones inachevées. On dira plus tard qu'elle est la reine du non finito. Tout ça pour vous dire que les impressionnistes sont en train d'inventer un style pictural totalement nouveau. Ils ont rompu définitivement avec l'académisme. Si le marchand d'art Durand Ruel les met à l'honneur, les critiques et les acheteurs ne sont pas encore au rendez-vous. Parfois, Berthe doute de son talent. Elle regarde ses tableaux comme des croûtes dont la vue pathétique lui coupe l'appétit. Elle maigrit à vue d'œil. Mais elle a ça en elle. Même si c'est une souffrance, elle doit peindre. Tous les jours. C'est une nécessité. Un événement familial va bientôt la pousser à explorer un peu plus les scènes du quotidien desquelles les impressionnistes se sont fait une spécialité. En 1872, Edma met au monde son premier enfant. Berthe installe son chevalet devant le berceau du bébé. Edma prend la pose, accoudée au berceau. Elle est de profil, elle a l'air grave. Difficile de dire si Berthe peint l'amour maternel ou un baby blues. Malgré les couleurs claires qu'elle maîtrise à la perfection, il y a quelque chose de triste qui émane de ce tableau. Son renoncement. Le renoncement d'Edma. Cette même année, Édouard Manet l'a fait venir à son atelier pour une séance de pose. Il veut peindre son portrait dans une austère robe noire, un bouquet de violettes à la main. Mais avant tout, il veut lui parler. Elle a maintenant 31 ans, il serait bon qu'elle se marie. Édouard Manet lui a trouvé l'époux idéal. Un homme qui ne l'empêchera pas de peindre, son petit frère, Eugène Manet. Cette discussion entre les deux artistes qui ont une relation si ambiguë, faite d'admiration réciproque et sans doute de désirs refoulés, doit être compliquée. Ce jour-là, Manet donne au visage de Berthe une expression très douce dont on ne sait pas si elle est teintée de joie ou de mélancolie. Quand Berthe quitte l'atelier, Manet peint un second tableau. C'est une nature morte avec le bouquet de violettes, un éventail et une lettre illisible où l'on comprend seulement que Berthe est la destinataire et Édouard l'auteur. L'été suivant, Berthe Morisot part en villégiature à Fécamp chez sa tante Marie. C'est la grande époque des bains de mer pour la bourgeoisie. Les stations balnéaires se parent de belles maisons tournées vers le rivage. Les Manet ont une résidence juste à côté des Morisot. Berthe rejoint Eugène Manet sur la plage. Ils posent leurs chevalets l'un à côté de l'autre et ils peignent. Eugène n'a pas autant de talent que son frère ou même que Berthe, mais il n'en prend pas ombrage. Il les soutient tous les deux dans leur carrière. Et puis Eugène est amoureux de Berthe. Il se décide à lui faire une déclaration d'amour et une demande en mariage. Le couple se fiance. L'année suivante, en 1873, les tableaux des impressionnistes sont massivement refusés aux salons qui préfèrent les œuvres les plus classiques. Seul l'un des tableaux de Berthe est accepté. Ce refus génère une véritable rébellion dans les rangs des jeunes impressionnistes qui veulent pouvoir exposer librement. Monet, Pissarro, Sisley et Degas fondent la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. C'est une sorte de coopérative artistique où les artistes membres exposent ensemble et reversent une partie des gains dans la société pour assurer son fonctionnement. Berthe Morisot décide de les rejoindre. Elle en est la seule femme membre. Dès lors, elle ne propose plus ses œuvres au salon, mais expose avec ses amis impressionnistes à partir de 1874. D'autres peintres la mettent en garde. Ce salon impressionniste, il ne marchera jamais. Mais Berthe tient à s'inscrire dans ce groupe duquel Édouard Manet ne fait pas partie. C'est sans doute une manière pour elle de prendre ses distances avec lui sur le plan artistique et personnel. La presse et les critiques viennent à l'exposition, mais pour descendre les jeunes artistes en flèche. Malgré tout,
Berthe Morisot commence à jouir d'une petite reconnaissance. 12 de ses toiles sont vendues cette année-là chez Drouot. Certains participants à la vente s'offusquent qu'une femme puisse exercer une profession artistique. Ce serait la preuve qu'elle est une prostituée. Et c'est en proférant de telles critiques qu'une mauvaise langue a reçu un coup de poing de Pissarro en pleine figure, ce qui témoigne d'une jolie solidarité dans le groupe des impressionnistes. Le journal Le Figaro prend bien note de l'ambition de cette jeune génération, mais conspue leur vision artistique en allant jusqu'à les traiter d'aliénés. La présence de Berthe Morisot étonne les journalistes. Elle a la grâce et le maintien d'une femme de la bonne société. On se demande ce qu'elle fait au milieu de cette faune. Il est très difficile, pour bien des gens de cette époque, de comprendre qu'une bourgeoise bien éduquée puisse rêver d'une carrière artistique quand les arts étaient le domaine des canailles, des crève-la-faim et des putains. Malgré ce tumulte, Eugène Manet continue à soutenir sa fiancée. Le couple convole en 1874. La cérémonie est modeste. Berthe se trouve vieille, elle ne veut pas d'invités, pas de grande robe. Édouard Manet, qui est désormais son beau-frère, leur sert de témoin. L'année suivante, en voyage de noces sur l'île de White, Berthe peint son mari assis devant une fenêtre qui s'ouvre sur le port. Sa palette s'éclaircit. Sa maîtrise des blancs, longtemps utilisée avec parcimonie en peinture, est spectaculaire. Elle s'impose comme la meilleure des impressionnistes. Son journal intime témoigne d'une forme d'apaisement. Elle ne poursuit plus des chimères, et pourtant, une forme de mélancolie persiste. Un nouvel événement va encore changer sa vie. À plus de 37 ans, Berthe Morisot devient mère. Son unique enfant s'appelle Julie. Contre toute attente, cette maternité la comble de joie. Elle adore sa fille. Comme l'a bien montré Elisabeth Badinter dans ses livres sur l'amour maternel, le 19e siècle est celui où la maternité est la plus glorifiée. Il ne suffit pas de faire des enfants et de les confier à des nourrices à la campagne, on pousse les mères à s'en occuper elles-mêmes. Ce qui est bien sûr censé les occuper à temps plein et les priver de toute velléité d'activité en dehors du foyer. Mais son foyer comble désormais Berthe. Elle continue à peindre dans son salon et range tout son matériel dans un placard quand il est l'heure de dîner. Son modèle favori est désormais sa fille. En 1880, elle peint son bébé assis sur les genoux de sa jeune nurse. Le centre du tableau est le visage de Julie encadré de mèches blonds vénitiens. Celui de la nurse est presque plus suggéré que réellement dessiné. La robe de Julie a été tracée à grands coups de pinceau, avec des touches vives de blanc pur qui accentuent le côté vaporeux du tissu. Cette famille qu'elle avait si peur d'avoir devient un sujet passionnant. Berthe Morisot peint Julie avec son père, Julie sur le balcon, Julie assise dans l'herbe, Julie avec une poupée. Le style de Berthe Morisot atteint sa perfection. Degas la complimente, on sent la maîtrise du dessin sous la touche légère. L'artiste se met alors à explorer de nouvelles techniques. Le pastel lui permet de mieux rendre le velouté des chairs, par exemple. Elle s'essaye aussi à la sculpture, et c'est évidemment le visage de Julie qu'elle modèle. Sa fille la comble de joie. En grandissant, elle fait montre de beaucoup de curiosité et de finesse. Elle pose des questions sur tout ce qui l'entoure et cite de tête les écrivains à la mode, comme le romancier et journaliste Théophile Gautier. Julie comprend aussi son art. Elle n'est pas un frein à sa carrière. 1887 est une année capitale. Berthe Morisot est exposée à Bruxelles avec d'autres artistes à l'avant-garde comme Pissarro et Seurat. Le couple loue maintenant une maison au Mézy, au nord-ouest de Paris. Pour la première fois, Berthe Morisot s'autorise à s'aménager un atelier dans la grange. Elle soigne davantage son travail en multipliant les études préparatoires. La bergère nue couchée et le cerisier sont considérés comme le sommet de son art. La touche est moins nerveuse, plus maîtrisée, les chairs encore plus chaudes et lumineuses, encore plus vivantes. Mais les années passent et les soleils couchants ne sont pas des impressions. Eugène, qui a toujours été un bon mari, meurt en 1892 d'une maladie pulmonaire à l'âge de 59 ans. En tant que femme, Berthe Morisot ne peut pas élever seule sa fille. L'écrivain et critique d'art Stéphane Mallarmé devient le tuteur de Julie.
Berthe Morisot meurt à son tour en 1895, à l'âge de 54 ans. Elle aussi souffrait d'une maladie pulmonaire qu'elle aurait peut-être contractée en soignant la grippe de Julie. Elle est enterrée dans le caveau des Manet, avec Eugène et Édouard. L'artiste meurt avec la conscience d'avoir atteint une forme d'immortalité par son travail. Par la suite, sa fille de 16 ans devient la petite mascotte des impressionnistes. Elle a notamment été l'une des modèles préférées de Renoir et de Manet. Avec leur aide et celle du marchand d'art Paul Durand-Ruel, elle organisera des expositions rétrospectives des œuvres de sa mère. Et puis le temps passe, et le nom de Berthe Morisot tombe dans l'oubli. Monet et Renoir deviennent dans l'imaginaire collectif les maîtres incontestés de l'impressionnisme. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour qu'une série d'expositions la remette à l'honneur et lui rende sa juste place dans la fondation de ce courant artistique. Berthe Morisot était sans conteste l'une des plus talentueuses peintres du groupe des impressionnistes, et elle en était la seule femme. C'est la fin de ce récit consacré à Berthe Morisot. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Alexis Leclerc. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvan. Et moi, la plume et la voix de ce récit qui, je l'espère, vous a fait impression, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt!